Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire un peu spécial. C'est un webinaire de fin d'année avec Saxo Bank, le dernier avant les fêtes de fin d'année. Évidemment, c'est un webinaire un peu particulier puisque si vous connaissez un peu nos exercices au niveau de Saxo Strat, tous les ans, on fait un exercice qui est un peu particulier. Bien évidemment, on publie nos prévisions classiques, comme toute banque, mais en même temps, on publie autre chose qu'on appelle les prévisions choc. Alors, si vous ne connaissez pas l'exercice, je vais résumer un peu dans les grandes lignes en quoi ça consiste. Simplement, les prévisions choc, elles se basent sur la théorie du signe noir, à savoir comment on peut essayer d'intégrer dans les prévisions, dans nos scénarios de marché, des scénarios à très faible probabilité, mais qui, s'ils survenaient, allaient avoir un impact extrêmement important sur les marchés financiers. Donc concrètement, ça consiste à essayer de prévoir l'imprévu. Alors, par exemple, l'année dernière, quand on les a publiés, si on avait prévu une guerre en Ukraine, effectivement, à l'époque, c'était un scénario qui était complètement inattendu et qui, bien évidemment, a eu un impact, on l'a vu, assez largement sur le marché financier et sur la macroéconomie. Alors, en revanche, on n'a pas, prévu l'année dernière, la guerre en Ukraine, mais finalement, on n'a pas un mauvais track record. L'exercice des prévisions choc chez Saxo Bank, il existe depuis 2006. On le fait assez régulièrement et chaque année, on essaye de regarder, on publie en général 10 prévisions choc, et chaque année, on essaye de regarder un peu quelles sont celles qui ont, en tout cas les prévisions choc qui se sont réalisées. Alors, j'ai un peu regardé ce qu'on a fait ces dernières années et notamment sur la période il y a quelques années de cela, on a notamment très bien prévu la chute du baril de pétrole. On avait une chute du baril de pétrole qu'on prévoyait à 80 dollars le baril en 2014, lorsqu'on a publié nos prévisions choc 2014. La réalité, c'est que ça a chuté bien plus bas, puisqu'on a atteint de mémoire de près les 30 dollars le baril. Le fait que la déflation aux États-Unis, c'était la même année, commençait à s'accentuer, un risque de déflation aux États-Unis. Ce n'était pas du tout consensuel à cette époque. Et on en avait un qui était plutôt pas mal, en tout cas, qui était assez peu populaire lorsqu'on l'avait mis en avant. C'est vrai que ça restait une prévision choc, mais il y avait assez peu de facteurs qui pouvaient anticiper qu'on atteigne ce niveau. Pour les prévisions choc de 2013, on avait prévu que l'or allait corriger à 1200 dollars l'once. Et effectivement, ça a été à l'époque très très critiqué, mais la réalité, c'est que ça s'est bien effectivement produit. Donc l'exercice des prévisions choc, systématiquement, pour vous expliquer quand même un peu comment ça se passe, systématiquement, on essaye au maximum de mettre en place un thème global. Alors, le thème global, bien évidemment, pour nos prévisions choc de l'année 2023, c'est l'économie de guerre. Tout simplement, on a changé de parallèle et je mets souvent en avant, lorsque je fais une présentation macroéconomique, je dis il y a plusieurs éléments qui font qu'on est face à un nouveau paradigme. On a par exemple des niveaux de valorisation des actifs qu'on retrouve au niveau des années 2000, mais on a notamment, par exemple, en termes d'inflation, des niveaux d'inflation qu'on n'a pas connus depuis des décennies et qui rappellent les années 70, mais aussi des niveaux de dette en pourcentage du PIB qui rappellent plutôt la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a effectivement une forme d'économie de guerre qui s'est mise en place, avec en toile de fond plusieurs éléments, à savoir qu'on a des chaînes d'approvisionnement qui sont toujours très fragiles. On l'a vu aujourd'hui, il y a un focus très important sur les semi-conducteurs, qui va être bien sûr un grand point d'attention alors, dans les années à venir, mais même sur du très court terme. On l'a vu il y a quelques semaines de cela, les États-Unis qui ont mis en place plusieurs mesures du point de vue législatif pour protéger le secteur crucial, bien évidemment, des semi-conducteurs, alors à l'égard de la Chine, mais ça peut s'étendre à d'autres secteurs. Il y a le même débat, d'ailleurs, bien évidemment, du côté européen sur la protection des semi-conducteurs qui sont essentiels dans les chaînes d'approvisionnement. Et bien sûr, comme le première entreprise de semi-conducteurs au niveau mondial est basée à Taïwan, on a tous en tête, bien évidemment, les problématiques géopolitiques derrière cela. L'autre point, bien évidemment, c'est l'accès aux ressources. Alors, ça va au-delà, bien évidemment, des semi-conducteurs, mais c'est tout simplement les composants industriels, les terres rares, tout ça qui est bien sûr dans un cadre transition énergétique. Le fait que l'accès aux ressources énergétiques est aussi un réel problème. Bien évidemment, par exemple, du côté européen, on est passé d'une dépendance en termes énergétiques qui était essentiellement quand même liée à la Russie à aujourd'hui une dépendance aux États-Unis, en tout cas si on regarde uniquement le gaz naturel liquéfié. Et l'autre point, toujours dans ce thème assez saillant de l'économie de guerre, ce sont bien sûr les infrastructures énergétiques. Il faut des investissements.
Il faut des investissements d'ailleurs, pas uniquement pour la transition énergétique, il faut aussi dans les combustibles fossiles. C'est à mon avis un point qui est aussi également extrêmement important à cet égard et tout ce qui est approvisionnement de base. Aujourd'hui, par exemple, si on veut créer du jour au lendemain, du point de vue européen, des infrastructures énergétiques, alors vraiment pour la transition énergétique, on a un réel problème, c'est que les matériaux de base dont on a besoin aujourd'hui sont essentiellement non seulement accessibles, mais aussi transformés du côté chinois. Donc il y a toute cette problématique un peu d'économie de guerre qui va être le thème fondamental de nos prévisions choc. Alors les prévisions choc, comme je vous l'ai indiqué, on en a plusieurs hein, chaque année, on en a une dizaine, donc je ne vais pas présenter les 10, vous pourrez retrouver l'intégralité de nos prévisions choc qui sont basées sur les signes noirs sur le site de Saxo Bank QE, hein, vous aurez l'intégralité de cet aspect-là. Et on a aussi trois autres éléments en filigrane, hein, c'est bien sûr l'insécurité financière, au niveau des flux financiers, la militarisation du dollar, l'ESG. Bon, je pense que ça, je n'ai pas besoin de m'apesantir plus que ça. On sait que c'est une grande thématique aujourd'hui. Et la question de la sécurité nationale aussi. Est-ce que le parapluie de sécurité américain va persister pour l'Union européenne? Et aussi, la situation en Ukraine a montré que les nouvelles règles du champ de bataille ont aussi évolué. Donc, ce sont quelques-uns des thèmes principaux qu'on met en toile de fond hein, sur nos prévisions choc. Alors, j'en présente, comme je dis, simplement certaines. Sur les 10, certaines qui me paraissent intéressantes à évoquer. Ici, la première qui est assez, qui me paraît en tout cas pertinente à cet égard, c'est tout simplement, en termes de prévision choc, c'est la coalition, la mise en place par une coalition de milliardaires, de lancer une sorte de projet Manhattan qui va bien sûr reposer sur plusieurs milliers de milliards de dollars pour l'énergie. Alors bien évidemment, on a eu récemment notamment des évolutions assez intéressantes côté américain, peu commentées en France dans le domaine nucléaire. Qui permettrait justement aussi de faire du nucléaire beaucoup plus propre encore. Et même si, bien évidemment, cet aspect-là n'était pas évoqué dans nos prévisions choc initialement, c'est bien évidemment des points à prendre en considération à cet égard. Donc, le projet Manhattan, grosso modo, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'avoir tous ces milliardaires qui aujourd'hui ont parfaitement compris la nécessité, notamment d'avoir accès à des sources d'énergie sur du long terme, notamment pour tous les data centers qui sont extrêmement énergivores et le process à cet égard va encore prendre beaucoup de temps, hein, puisque même s'il y a des évolutions pour faire que les data centers soient un peu moins énergivores, c'est un tout petit peu compliqué à cet égard dans l'immédiat. Et effectivement, pour eux, l'objectif, c'est de mettre en place une sorte de coalition afin d'investir notamment dans la recherche, dans le développement, un peu sur ce qui s'est passé avec le projet Manhattan pour la bombe nucléaire, mais pour les sources d'énergie aussi renouvelables. Et donc, à la fois sur trouver de nouvelles sources d'énergie, se focaliser sur la transmission énergétique et bien sûr aussi un point qui est essentiel aujourd'hui, on le voit assez bien, sur les capacités en termes d'infrastructures de stockage, qui sont des points qui manquent à cet égard. Une grosse partie des fonds dans ce cadre-là pourrait être tout à fait alloué notamment à l'intelligence artificielle, qui est un des points en tout cas très importants à prendre en considération aujourd'hui lorsqu'on essaye notamment de se focaliser sur la question de l'intermittence énergétique. Hein, c'est quand même un point qui va être essentiel. Et en tout cas, même s'il n'y a pas de solution qui soit idéale, le levier aujourd'hui qui est mis en avant, c'est de se focaliser notamment sur les sources d'énergie intermittentes, de travailler avec l'intelligence artificielle pour justement résoudre les problèmes qui sont propres à l'intermittence à cet égard. Donc, c'est une des prévisions choc qu'on met en avant. La deuxième qui me paraissait assez intéressante, qui est un tout petit peu plus intuitive, c'est tout simplement que les banques centrales ne parviennent pas à endiguer l'inflation. Alors, vous le voyez, on a eu récemment des chiffres à cet égard qui montrent bien que l'inflation reste encore extrêmement volatile dans plusieurs pays. On est à des niveaux de 40 ans dans certains pays, notamment aux États-Unis. Et face à une inflation qui reste très galopante, vous allez avoir une situation où l'or flambe et atteint 3000 dollars l'once. Alors, c'est assez intéressant, hein. Ça fait un peu écho à la prévision choc que j'avais évoquée précédemment, qui en revanche, là, s'était réalisée à 1200 dollars. Nous verrons bien évidemment l'année prochaine cette prévision choc se réalise. Elle est un tout petit peu plus intuitive, à savoir qu'aujourd'hui, vous avez effectivement une envolée qui est très importante de l'inflation, même si on a effectivement des éléments montrant notamment côté américain que le pic d'inflation a été atteint. C'est moins le cas côté zone euro, hein, très clairement, donc on peut très clairement en débattre.
Excusez-moi, j'ai avancé un tout petit peu trop vite. On peut clairement en débattre et effectivement, dans ce cadre-là, ce serait d'avoir une flambée, du cours de l'or. L'or qui n'a pas été vraiment la protection qu'on aurait pu attendre, hein, face à la période inflationniste qu'on a connue, en tout cas la première étape, mais qui pourrait le devenir effectivement dans un contexte où le marché considère qu'on ne renoue pas avec des niveaux d'inflation qui soient, soutenables sur, du court et moyen terme. L'autre point qui est un tout petit peu plus, aussi intuitif, j'oserais dire et c'est une des prévisions chocs sur laquelle j'ai travaillé, avec mes collègues, c'est la création, d'une force, armée de l'Union européenne. Alors c'est pas nouveau, c'est un sujet qui est sur la table depuis, déjà, pas mal de temps puisque finalement, il y a rien de très nouveau à cet égard. On a eu déjà avant même la question, ukrainienne, on a eu des tentatives, hein, depuis plusieurs décennies d'avoir une armée de l'Union européenne, mais on voit très nettement quand même que c'est assez complexe à cet égard et que c'est plutôt dans des conditions assez difficiles à aboutir. On a, déjà à l'instant T une force de déploiement rapide qui doit être mise en place d'ici à 2025. Ça, c'est la réalité, avec une participation de 20 pays de l'Union européenne. Et l'idée derrière cela, c'est qu'en parallèle de l'accroissement finalement des dépenses dans le domaine militaire, en tout cas des dépenses qui vont fortement croître dans les prochaines années, hein, quasiment tous les États européens ont prévu une envolée assez importante à cet égard, en se basant justement sur cette force opérationnelle qui réunit une vingtaine de pays de l'Union européenne, ce serait de créer vraiment à partir de cela une armée de l'Union européenne avec en parallèle, bien évidemment, un endettement commun pour justement financer cette armée européenne. Ici, hein, je vous présente donc quelques graphiques, hein, notamment vous avez des projets communs entre Airbus et Dassault sur, notamment dans le domaine militaire, dans l'aviation militaire et surtout un point qui est peut-être important, c'est le graphique en rose où vous voyez les, dépenses gouvernementales, en matière de défense. Alors les dernières données unifiées, hein, elles remontent à 2020, donc en pourcentage du PIB. Vous voyez, c'est quand même assez conséquent et surtout sur longue période, même si ça a diminué, on voit qu'il y a une inflexion récente pour justement davantage dépenser dans ces domaines-là. Les, la quatrième prévision choc, et bien sûr, hein, n'hésitez pas à rebondir et j'aurai une partie où on pourra un peu plus échanger. La quatrième prévision choc, c'est tout simplement un pays qui interdit toute production de viande à partir de 2030. Alors, très honnêtement, par rapport à toutes les prévisions chocs qu'on vous présente aujourd'hui, en tout cas sur les 5. C'est peut-être celle qui me paraît, entre guillemets, la moins aberrante, puisqu'aujourd'hui, vous avez effectivement un vrai questionnement sur la production de viande. Si on regarde au niveau des chiffres, aujourd'hui, à peu près 80% au niveau mondial des terres qui sont à but agricole sont utilisées pour l'élevage, en tout cas animalier. Vous avez également quand même des points qui sont très importants puisqu'il y a tout ce mouvement en faveur de la biodiversité et le fait qu'effectivement les élevages, notamment bovins, émettent énormément de gaz et émissions à effet de serre. Et un rapport récemment a montré que si on souhaitait atteindre notre objectif de zéro émission carbone d'ici à 2050, alors très honnêtement, c'est un objectif qui est assez lointain, il faudrait que la consommation de viande soit réduite à 24 kilos par personne par an. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, au niveau de la moyenne des pays de l'OCDE, on est autour de 60 kilos par personne par an. Donc, vous voyez, c'est quand même une division par 3 qui est extrêmement importante à cet égard. Et bien évidemment, comme on a une pression de plus en plus importante à cet égard, on peut tout à fait imaginer, d'une certaine manière, qu'on va progressivement, en tout cas à partir de 2025, hein, c'était un peu l'idée qu'on met en détail dans notre prévision choc, hein, vous pouvez retrouver l'intégralité du texte sur le site de Saxo Bank QUE. Effectivement, on peut imaginer qu'on ait des pays qui décident afin de limiter leurs gaz à émissions de serre et d'atteindre ces fameux objectifs, hein, qui sont plutôt en 2050 pour la plupart des pays, d'interdire toute production de viande. Alors, le,
Ici, vous voyez, hein, toujours quelques graphiques pour contextualiser, mais l'idée, comme je vous ai dit, c'est surtout ce rapport qui a été publié récemment, hein, qui montre qu'il faut passer de 70 kilos à environ 24 kilos par personne par an. Donc, c'est un changement qui est extrêmement drastique à cet égard. Et en bas, je vous montrais notamment les émissions de gaz carboniques qui sont liées notamment aux élevages bovins, un bœuf qui est vraiment le plus problématique à cet égard. Vous voyez juste sur votre visuel en bas à droite. Et le dernier point, c'est un sujet qui n'est pas complètement nouveau. C'est le sujet effectivement du contrôle des prix. Alors, vous le voyez, le fin novembre, on a eu notamment l'autorité énergétique britannique qui a proposé un contrôle des prix sur les prix de l'énergie. On sait qu'il y a un vrai débat, notamment dans le monde anglo-saxon, sur un contrôle des prix. On a en France aussi certains partis politiques qui proposent un contrôle des prix. Le contrôle des prix, d'ailleurs, et je relis avec ce qu'on a pu évoquer précédemment, typiquement une situation d'économie de guerre, puisque par exemple, la plupart des pays euh, qui étaient en conflit, notamment je pense aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, ont mis en place un contrôle des prix. Alors le contrôle des prix, c'est pas facile, puisque la réalité, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'administration américaine avait justement des entités, un département pléthorique avec énormément d'employés pour contrôler les prix, sachant que bien évidemment, vous aviez moins de prix à contrôler en 1944, par exemple, qu'aujourd'hui. Et la réalité du contrôle des prix, c'est que ça impliquera, même avec des changements technologiques, hein, bien évidemment, ça impliquera aussi un coût, le contrôle des prix en termes opérationnels, qui va être très important. Mais l'idée derrière cela, et on voit très bien dans le débat public, c'est qu'on commence à avoir cette idée que le meilleur moyen aujourd'hui, la première étape qui avait été utilisée, c'était on va donner des chèques, peu ou prou, hein, c'est des subventions pour faire face à l'inflation, mais on voit très nettement que ce n'est pas suffisant. Donc l'autre étape pourrait être bien évidemment un contrôle généralisé des prix. Alors on a des exemples plus récents qui sortent de l'économie de guerre. On a mis en place un contrôle généralisé des prix et qui est bien évidemment pas complètement efficace, hein. Je penserais notamment au Venezuela qui avait mis en place cet aspect-là. Mais effectivement, on se rend compte derrière cela qu'il y a cette volonté, lorsqu'on constate qu'il n'y a pas suffisamment de levier pour limiter l'inflation, le seul levier qui puisse être pertinent, c'est justement de contrôler les prix. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait un peu partout. Les prix, le niveau limite sur le pétrole russe, le fait qu'au niveau européen, lorsqu'on parle de réforme du marché de l'électricité, on va penser aussi à ce que les prix soient capés. Donc cette idéologie-là, ou en tout cas ce levier-là, est en tout cas de nouveau, hein, sur la table très clairement. Alors, voilà, juste pour vous présenter un peu les prévisions choc, hein, les grandes prévisions choc. Le point qui est important, selon moi, très très clairement, c'est de bien prendre en considération que l'enjeu de ces prévisions choc, c'est systématiquement de prévoir l'imprévu. Donc, ce ne sont pas nos prévisions officielles, j'insiste encore une nouvelle fois, c'est simplement essayer d'envisager ce qui pourrait avoir un fort impact sur le marché financier. Et comme je vous l'ai dit, de temps en temps, effectivement, certaines de nos prévisions de choc se réalisent et sont plutôt assez efficaces. Je vous invite très fortement à aller sur le site de saxobank.que puisqu'on a l'intégralité des prévisions de choc, les 10. Hein, il y en a une autre que j'aime bien, que je n'ai pas évoquée, mais finalement que le Royaume-Uni fait marche arrière et après le Brexit souhaite de nouveau rentrer dans l'Union européenne. C'est d'ailleurs peut-être pas complètement aberrant à cet égard. Je vous invite aussi, hein, puisqu'on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit en termes d'analyse, mes collègues ou moi-même, lorsqu'on fait des contenus vidéo, etc. Tout est diffusé sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, vous avez une myriade de réseaux sociaux que vous pouvez suivre, hein. À titre personnel, je préfère Twitter, mais vous en avez énormément en fonction de vos préférences. Effectivement, dans tous les cas, notamment sur YouTube, vous avez l'intégralité de nos webinaires. Donc, ça peut être un point intéressant si vous souhaitez revenir à cet aspect. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, si vous avez éventuellement des questions, et je vois qu'il y en a pas mal dans le chat, je vais essayer de rebondir sur certaines d'entre elles. Donc, laissez-moi juste les parcourir un peu en détail pour beaucoup de messages très sympathiques. Alors, sur Cléguer, qui sort un peu de notre webinaire prévision choc avec une question sur les biotech,
qui ont fortement baissé. Alors, ça sort un peu du cadre. Je vous avoue que je vais être très honnête avec vous sur les biotech. C'est un secteur que je suis assez peu parce que je suis très clairement, je pense que c'est un secteur qui reste très complexe et il faut suivre au quotidien. Donc, je n'aurai pas un avis ferme sur les biotech. C'est très rare que je me mette en avant à cet égard. Sur les autres questions, oui, comme je dis, pour rebondir sur un peu ce qu'a dit Eric, interdiction de la production de vin ne conduirait-elle pas au même biais que la prohibition de l'alcool aux États-Unis en 1920? Probablement. C'est pas du tout aberrant en termes de positionnement. Et effectivement, ça peut être vraiment sur ce genre d'aspect à prendre en considération. Et vous aviez aussi avez-vous évoqué le risque de repli avec une régionalisation de la mondialisation conjuguée avec l'accroissement des divergences intra-UE qui risquent d'affaiblir les économies européennes davantage que celles des autres blocs. Autrement dit, que les coûts des transitions soient plus élevés chez nous, plus spécifiquement en France. Oui, ça a fait partie des points qu'on peut prendre en considération, puisqu'effectivement, on n'est non pas sur une démondialisation, on est plus sur une régionalisation. Le friendshoring fait partie de cet aspect-là. Donc, effectivement, ça peut être des éléments à prendre en considération. Donc, encore une fois, comme je vous disais, l'idée de ce webinaire qui est un tout petit peu, c'est une sorte de webinaire introductif, c'est vraiment d'évoquer avec vous les grandes lignes de ces fameuses prévisions choc. Encore une fois, je vous invite à regarder sur le site de saxobank.que si vous voulez plus d'éléments. Et si vous avez éventuellement d'autres questions, ça vous permettra de voir un peu les autres prévisions short. Je vous invite à les lire. C'est toujours intéressant puisque ça permet en tout cas de réfléchir selon d'autres formats et d'essayer de voir qu'est-ce qui peut être aussi pertinent à cet égard. Voilà, je regarde si en même temps vous avez d'autres questions. Il y en a une de Bruno. Quid des valeurs technologiques en 2023? Alors, pas prévision choc, mais plutôt rebondir sur de vraies prévisions. Je pense que la baisse des marchés financiers, notamment sur les valeurs tech, les grandes valeurs tech, est peut-être pas complètement terminée. Si vous regardez, il y a quand même des niveaux de survalorisation qui sont assez importants. À mon avis, les marchés aussi anticipent de manière un tout petit peu erronée qu'on ait une baisse des taux des banques centrales. J'en parlais sur BFM Business ce matin et c'est la réalité. Si vous regardez les attentes du marché monétaire, le marché monétaire considère que le taux terminal aux États-Unis sera à 4,8%, sachant que la Fed nous dit 5,1%. Mais le point qui est important, c'est que le marché monétaire considère qu'on aura une baisse des taux aux États-Unis l'année prochaine, ce qui est, je pense, très très lointain en termes d'objectifs. Et c'est pour ça que je resterai quand même très prudent sur les valeurs technologiques en 2023. Voilà, est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions sur Eric, est-ce que pensez-vous qu'il y aura une seconde jambe de baisse? À mon avis, là, d'ici fin d'année, il y aura assez peu de mouvements. Les banques centrales sont quasiment terminées, à part la BCE. Mais force est de constater que je pense que c'est plutôt le problème sur l'année prochaine, avec surtout une vraie question sur l'économie chinoise en termes de mesures de soutien et en termes de stimulus qui sera mis en place et politique Covid. Là, je pense que ce sont les vraies questions à se poser sur la Chine. On a assez peu de visibilité à cet égard entre les attentes et la réalité, mais ce seront des éléments, je pense, qui vont être très importants à cet égard, à mon avis, l'année prochaine. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions? Donc c'était assez court, l'exercice d'ailleurs se prête pas à ce que ce soit pendant 1 heure, très clairement. Sachez en tout cas que c'est toujours avec plaisir. On n'a pas encore publié le calendrier des webinaires pour l'année prochaine. Bien évidemment, enfin, de manière assez évidente, on en aura certainement assez peu. On n'en a pas prévu, bien sûr, d'ici la fin de l'année, ce qui est assez logique, c'est la période des vacances. En revanche, effectivement, on va reprendre assez fort à partir de début d'année prochaine avec de nouveaux webinaires. Juste deux questions pour terminer. J'en vois une de Laurent. L'année prochaine, la France doit emprunter 230 milliards d'euros et la BCE doit réduire son bilan de 1800 milliards d'euros. Quid, ça se passe mal? Alors, effectivement, en fait, il y a pas mal de questions, donc on ne va pas conclure tout de suite. Quid si cela se passe mal? Pour la France, le taux d'emprunt restera quand même relativement bas. En revanche, vous avez mis en avant un point, c'est-à-dire que l'évolution du bilan de la BCE et donc sa réduction surtout, c'est l'enjeu qui est principal l'année prochaine pour les marchés actions côté européen. Il faudra vraiment surveiller de très très près cet aspect-là de mon point de vue.
En quelques mots, pensez-vous que le premier semestre 2023 sera propice aux investissements ou plutôt le deuxième? C'est tout le temps propice. Pour une simple et bonne raison, qu'il faut choisir où se positionner et diversifier. Par exemple, ça peut être du private equity sur du long terme, si on a des horizons d'investissement 7-8 ans. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la baisse des niveaux de valorisation, c'est plutôt certainement intéressant sur du private equity. Si on est, par exemple, typiquement sur des ETF, sur les grands indices, etc., je pense qu'il y a aussi toujours des opportunités. Après, si vous me dites, est-ce qu'on est sur un, un marché durablement haussier? Oui, ce sera peut-être plutôt l'année prochaine à cet égard, beaucoup plus que l'année prochaine, deuxième partie d'année, j'entends, plutôt que la première partie d'année. Que pensez-vous de la parité euro-dollar? Alors, je n'ai pas été complètement surpris du retour à la hausse. Pourquoi? Parce que finalement, quand on regardait le positionnement des traders, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on avait un positionnement qui était extrême des traders à la baisse, donc qui vendaient l'euro-dollar tout l'été notamment. Et quand vous avez un tel positionnement extrême, on sait très bien qu'à un certain stade, on va avoir un effet de balancier. Donc effectivement, l'euro-dollar, la hausse qu'on a pu constater, donc sortir de sous la parité, etc., n'était pas complètement surprenant. Maintenant, est-ce que l'euro-dollar a un potentiel haussier à court terme? Ça me paraît assez limité. Je ne le vois pas très clairement aller au-dessus d'un 10 à horizon 3 mois, ça me paraît hasardeux. Et tout va dépendre aussi de la gravité de la crise énergétique. Mais sur cet aspect-là, je pense qu'il ne faut pas être non plus trop pessimiste. Et à mon avis, la crise énergétique ne sera pas aussi catastrophique qu'on l'a anticipé. Euh, Nicolas, pour le Nasdaq, comment ça va se passer en 2003 sans avoir de grande visibilité? Il y a quand même une grosse question sur les grandes valeurs technologiques. Donc, je suis assez dubitatif sur le potentiel rebond parce qu'il y a plein de problématiques sur les grandes valeurs tech. Donc, mais en revanche, par exemple, du small et mid cap, il y a sûrement de l'intérêt, y compris à la Bourse de Paris à cet égard, de regarder un tout petit peu. Et la question que j'avais vue, c'était sur l'Inde. L'Inde, c'est une question qui revient régulièrement. Purement du point de vue, j'ai eu cette question en Belgique aussi quand on a fait un séminaire récemment. Purement du point de vue investissement, alors le marché boursier indien performe plutôt très bien. Le souci, sur le long terme d'ailleurs, le souci de l'Inde, il est simple, c'est-à-dire si vous investissez sur l'Inde, vous allez avoir, en tout cas, j'imagine que vous vivez en Europe, l'effet taux de change qui est quand même un sujet à prendre en considération. Si on retire l'effet taux de change, le gain est peut-être pas aussi important qu'on peut l'anticiper, mais après tout, dans une stratégie de diversification, avec ce qui se passe sur le marché, oui, probablement qu'avoir un peu de l'émergent, c'est pas du tout aberrant. Et l'émergent, ça peut notamment être de l'Inde, mais vraiment en étant assez prudent, très clairement. La question sur la sous-valorisation de Stellantis, moi, je reste convaincu que Stellantis, c'est une belle valeur, comme Renault d'ailleurs, en bourse. Donc, avec notamment, après, toutes les questions comment vous investissez, mais moi j'investis essentiellement sur le long terme, donc la question de management, d'orientation sont importants. Et je pense que le management aujourd'hui à la barre, le capitaine à la barre, est plutôt très compétent au niveau de Stellantis. Donc, à mon avis, ça n'a pas vocation à perdurer. Voilà. Les taux, je vais être franc avec vous. Quel est votre scénario sur les taux à 10 ans US et en Europe en 2023? Je vais être très honnête avec vous. Tout le monde fait son petit exercice, quel va être le taux qu'on va attendre, le niveau, etc. La réalité, c'est que c'est toujours assez trompeur. En revanche, je pense que je ne prends pas un risque énorme en vous disant très clairement que la hausse reste dominante, hein, sur les taux. Je pense que c'est vraiment la situation qui va perdurer. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? J'attends quelques minutes éventuelles si vous avez des questions. Encore une fois, hein, je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder sur le site de Saxo Bank, QUE, pour avoir l'intégralité de nos prévisions choc.
Voilà, s'il y a pas d'autres questions, parce que j'en vois pas d'autres s'afficher au niveau du chat, je crois avoir répondu au principal. Au nom d'ailleurs de toute l'équipe de Saxo, je vous remercie déjà, premier point, et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Pour information, si vous recevez la morning letter de Saxo Bank, on fera une petite pause à partir de la semaine prochaine, hein, juste pour la période des fêtes. Même pause d'ailleurs que pour les webinaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour, de nouveaux webinaires. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël également, et je vous remercie encore à tous pour ce petit, point sur les prévisions choc, de Saxo Bank. Merci encore. Très, très bonne journée et à très vite. Merci.